30 janvier 1933. Depuis quelques heures, l'Allemagne connaît le nom de son nouveau chancelier. Hitler vient de faire son entrée officielle dans la grande histoire. Désormais, plus rien ne pourra s'opposer au destin qu'il a façonné pour son peuple, pour l'Allemagne et pour lui-même. L'ancien combattant de la Première Guerre mondiale peut enfin préparer sa revanche. Aussi, le nouveau chancelier va lancer le Reich dans un réarmement à marche forcée. Le Führer va attaquer la France. C'est une certitude. Sa seule inconnue, c'est quand. Dans la préparation du futur conflit, Hitler sait qu'il dispose d'une arme secrète. Les revendications des minorités qui explosent dans cette Europe des années 30 ont retenu toute son attention. Il sait qu'en cas de guerre, ces petits peuples méprisés peuvent s'avérer de puissants facteurs de déstabilisation. Le peuple de Budapest manifeste pour le rattachement de la minorité hongroise de Tchécoslovaquie. On sait que la Hongrie a demandé que cette minorité soit traitée sur un pied d'égalité avec la minorité. Hitler déclare : il existe des moyens d'obtenir la décomposition de n'importe quel État. Notre stratégie va consister à détruire l'ennemi par l'intérieur. L'Europe doit régler une fois pour toutes les graves problèmes. À l'est comme à l'ouest du Reich, Mais elle doit Slovaques, Croates, Flamands, Alsaciens, Bretons, se heurtera tout. tous intéressent Hitler. On veut profiter de ces clivages culturels et ethniques, comme on les voit à l'intérieur des pays ennemis, potentiellement ennemis, du futur conflit qu'on prépare. On a fait déjà l'expérience pendant la Première Guerre mondiale en soutenant les Irlandais contre les Britanniques, ce qui n'avait pas donné le résultat souhaité à l'époque, mais c'était beaucoup plus positif. En Belgique, sous l'occupation allemande, quand on soutenait les Flamands. Et on voulait donc reprendre cela et intensifier cette stratégie. Et on voyait déjà plus loin, dans le futur d'une Europe des ethnies, il y aurait un peuple très très grand, quantitativement et qualitativement, à savoir les Allemands bien sûr, entouré de petits peuples qui ne feraient pas le poids à côté de cette Allemagne. Ça, c'était l'optique stratégique de la question. À partir de 1934, l'étude de la civilisation celtique devient un thème fort prisé des étudiants allemands. La Bretagne, ce pays du bout du monde, fascine. Il attire particulièrement un ethnologue nommé Gerhard von Thevenard. Thevenard est le secrétaire de la Société allemande des études celtiques. Du Trégor à la Cornouaille, en passant par le Léon, Thevenard connaît chaque pierre et chaque légende. Durant ses voyages, l'ethnologue et agent secret des services allemands ne s'est pas contenté d'étudier les coutumes ou de recueillir l'histoire locale. Il a lu Braise à Tao, le journal du Parti national breton. Il a aussi noué des contacts discrets avec les principaux chefs du mouvement nationaliste breton, Ollier Mordrel et Frances de Beauvais. Mordrel et de Beauvais sont originaires de la Haute-Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne qui ne parle pas breton. Alors tous les deux ont bretonisé leur nom,
appris la langue bretonne, de Beauvais va la pratiquer avec une certaine aisance. Tous les deux sont issus de milieux plutôt favorisés. Le père de Mordrel est général. Le père de Frances de Beauvais est préparateur en pharmacie et c'est un métier que de Beauvais va lui-même exercer pendant quelque temps, notamment à Guingamp. Alors, tous les deux ont une passion, c'est la Bretagne, avec en arrière-plan la Pâque irlandaise, romantique. Ils veulent un peu imiter ce que les cousins celtes irlandais ont fait. Ils veulent un petit peu imiter cela en Bretagne. Alors, ils sont très complémentaires également, puisque de Beauvais, c'est un peu le besogneux peut-être du duo. Il est toujours à la recherche de subsides pour faire fonctionner le parti ou pour faire paraître le journal Breizatau, alors que Mordrel, lui, c'est un Junker prussien, très tôt attiré par les théories d'outre-Rhin et convaincu que la Bretagne telle qu'il la rêve eh bien, passe par une alliance en bonne et due forme avec l'Allemagne hitlérienne. Paris, 29 août 1939. Le long des terrasses ensoleillées, la police multiplie les contrôles d'identité. Elle recherche, entre autres, Ollier Mordrel et Frances de Beauvais. Ces chefs bretons condamnés à mort par contumace pour intelligence avec l'ennemi. Mais la police peut multiplier contrôles et barrages. Mordrel et de Beauvais sont déjà loin. La presse les devine en Belgique, mais les reporters se trompent. Au soir de ce 29 août, Mordrel et de Beauvais sont en Allemagne. Et plus précisément, à Berlin. À Berlin, ils sont accueillis officiellement par les autorités allemandes. Ils ont pignon sur rue, un bureau, des secrétaires, du personnel, la possibilité d'éditer des Liserbrezel, des lettres de guerre, la possibilité aussi de monter une radio, déjà, à destination des Bretons, ceux de Bretagne, et puis sans doute des soldats bretons de l'armée française. Mordrel et de Beauvais, pendant tous ces mois où ils vont séjourner à Berlin, plaident la cause de la Bretagne telle qu'ils l'imaginent auprès des Allemands. Ils y ont quelques échos, c'est le moins que l'on puisse dire, et ils attendent surtout une seule chose, la défaite des armées françaises. Au même moment, comme des milliers de ses camarades, Werner Best s'engage dans la Wehrmacht. C'est normal, il déteste la France. En 1919, il a vu les régiments français occuper sa Rhénanie natale. Depuis, il n'a qu'un rêve, voir la France mordre la poussière. Mais pendant les 11 années de cette occupation subie, Werner Best a fait une étrange découverte. Il raconte: quel ne fut pas mon étonnement de découvrir qu'il ne saurait être question d'une unité ethnique française. Il y avait là des Bretons, que leur correction nous rendit d'emblée sympathiques, des Lorrains, des Provençaux et des Parisiens. Et ils étaient plus différents entre eux que les souches allemandes les plus éloignées. Il a fait carrière sur plusieurs plans. Au sein du parti, il a participé à la prise du pouvoir par Hitler sur le plan régional, dans le land de la Hesse. Et après 1933, il a intégré la SS et a fait une carrière splendide qui l'a amené à devenir adjoint direct de Himmler et de Heydrich. Ses intérêts pour les minorités en France l'a amené à chapeauter la création de la Société allemande d'études celtiques en 1937, dont Gerhard von Thevener est devenu le secrétaire général. Le rêve de François de Beauvais et d'Olivier Mordrel n'a jamais été aussi proche de la réalité. Il est là, juste derrière la ligne Maginot,
cette ligne que l'arrogance des généraux français prétend infranchissable. Mais De Beauvais et Mordrel ont la foi dans la victoire de l'Allemagne. Ils ne sont plus pressés. Ils attendaient ce moment depuis si longtemps. La Bretagne est sortie exsangue de la Grande Guerre de 14-18, on le sait. Il y a qu'à voir les monuments aux morts qui sont toujours aujourd'hui dans pratiquement toutes les paroisses ou toutes les communes bretonnes. Et cette Bretagne sortie exsangue, très meurtrie du grand conflit de 14-18, a espéré, du moins les militants culturels bretons l'ont espéré, voir quelques avancées sur le plan culturel et linguistique, comme remerciement peut-être de l'attitude des Bretons pendant la guerre. Et ça n'a pas du tout été le cas, c'est-à-dire que la Troisième République est restée hyper jacobine, opposée à tout ce qui était différence culturelle ou régionale, défense de parler breton, interdiction d'apprendre le breton et de parler breton à l'école, et tout ça a effectivement pesé dans les années 30, bien sûr, ce divorce, on va dire, entre la Troisième République et la démocratie radicale jacobine, et le mouvement culturel et politique breton. Le matin du 7 août 1932, place de la mairie à Rennes, au cœur de la capitale bretonne, le monument symbolisant l'union de la Bretagne à la France vole en éclats. L'attentat est revendiqué. Gouenadu, noir et blanc, les couleurs du drapeau national breton, alors interdit. 4 mois plus tard, le 20 novembre 1932, Gouenadu frappe à nouveau. Les activistes immobilisent le train du président Herriot à Ingrandes. La presse s'interroge. Pour elle, sur cette flambée de violence souffle incontestablement un vent venu d'outre-Rhin. Une perquisition effectuée dans les locaux du journal Breizatao soulève quelques questions. Le commissaire de police de Rennes note dans son rapport du 12 juin 1938 « Il peut paraître surprenant de voir un journal à tirage aussi limité être transmis à 25 correspondants allemands répartis dans tout le Reich. » Parmi les abonnés, la police relève les adresses de Madame von Thevenard, un agent de l'Abwehr, Franz Fromme, l'écrivain nationaliste Ernst Junger, et celle du docteur Rosenberg, l'idéologue du parti nazi. Zu verlangen, dass ein unmöglicher Zustand auf dem Weg. Le 10 mai 1940, Hitler lance l'assaut contre la France.